J'avais testé l'année dernière avec un certain plaisir, je dois dire, la version la plus haut de gamme du Black Shark 4, c'est-à-dire la version Pro. Cette année, on va prendre le parti pris inverse et je vais tester la version la plus entrée de gamme. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Black Shark 5. Alors je dis entrée de gamme pour vous le situer surtout en matière de prix, mais ça reste un monstre de puissance qui va coûter quand même 150 € de moins que la version Pro. Si l'année dernière le parti pris était de réaliser des coques mates, cette année on est clairement sur de la brillance avec une coque arrière en verre, qui lui va très bien d'ailleurs, sans ostentation on va dire, en matière de design. Ce qui fait plaisir, c'est que cette année, la LED de notification fait son apparition à l'intérieur de la version classique du téléphone, là où sur la version 4, il me semble que c'était absent. Il s'agit d'une LED RGB que vous allez pouvoir paramétrer en fonction des différentes interactions que vous avez avec le téléphone, écran allumé, appel, etc. Et vous allez pouvoir lui donner différentes ceintes par défaut, brillant, arc-en-ciel, respiration, etc. Vous allez même pouvoir être créatif et pourquoi pas marier l'ambiance de votre bureau, comme vous le voyez à l'arrière du mien, à l'ambiance sur le téléphone. Ce design assez sympa permettant ou pas de faire passer la pilule du poids du téléphone passant de 210 à 218 grammes pour 1 cm d'épaisseur. Ce centimètre justifiable par l'ajout à l'intérieur d'une batterie d'un peu plus grosse capacité, passant de 4500 mAh à 4650 et surtout de technologie de dissipation thermique qui justifie de l'écart par rapport à un smartphone traditionnel. Avec un processeur moins gourmand qu'un Snapdragon 8 Gen 1 à l'intérieur et un système de dissipation thermique mêlant à la fois du cuivre et du graphène, il doit être le roi de la dissipation thermique. Vous noterez d'ailleurs l'absence de ventilateur présent sur les smartphones de certaines marques, qui est rarement fondamental, je trouve. Pour le reste, on a du classique, le téléphone prend en charge la 5G française, évidemment, la 4G aussi, chargement en USB-C, on reviendra sur ce sujet après, et enceinte stéréo, manque éventuellement une jack. Le module photo principal passe de 48 à 64 mégapixels et passe de chez Sony à Samsung avec le GW3. Pour la partie grand angle, on passe de 8 à 13 mégapixels, ça c'est tant mieux aussi, et toujours 2 mégapixels pour la macro. Au niveau de l'écran, on a toujours du très bon, avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, signé Samsung, qui envoie du 1300 nits quand même en matière de luminosité, c'est tout simplement excellent, avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Écran absolument magnifique, mais qui reste le même que sur la génération 4, l'excellence OLED étant réservée à la version Pro du smartphone, qui dispose finalement à peu près les mêmes caractéristiques techniques, même le touch sampling est le même à 750 Hz. 720 Hz, pardon, et cet écran-là est certifié HDR10+, ce qui n'était pas le cas sur la génération 4. Évidemment, si vous souhaitez privilégier la batterie, vous pourrez changer le taux de rafraîchissement en passant par les menus ici. L'interface à l'intérieur du téléphone est Joy UI prononcée à l'anglaise et à la française, version 13 basée sur Android 12. C'est propre, c'est fluide, évidemment, vous avez la quasi-certitude d'avoir les mises à jour, y compris la montée de version vers Android 13 le jour où il sortira. J'ai pas trop noté d'applications, on va dire, parasites. J'ai même été agréablement surpris de voir que la marque n'essaie pas de s'engraisser sur le dos des utilisateurs en mettant des raccourcis vers des sites commerciaux comme par exemple Amazon. Il y a très peu d'applications on va dire originales à l'intérieur. On va retrouver la même chose sur les téléphones de chez Xiaomi. Chan, vous vous apercevez que c'est clairement un téléphone très agréable à utiliser. C'est réactif, c'est fluide, mais ça c'est normal. C'est plutôt beau, c'est plutôt bien fait comme interface, sensiblement différent de MIUI classique. En tout cas, personnellement, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. On va retrouver à l'intérieur les raffinements habituels en matière de déverrouillage. Allez, on va faire un petit test. Je vais l'éteindre, le rallumer. Ok, ça s'est déverrouillé. Maintenant, je vais le déverrouiller. On va faire en sorte qu'il arrive directement sur l'écran ici. Voilà, c'est fait, c'est instantané. Franchement, vous appuyez, ça se déverrouille vraiment immédiatement. Je vais fermer les yeux, on va essayer de le piéger. Et il s'est pas déverrouillé, je vais les ouvrir, et ça y est, c'est fait. Nickel. Maintenant, faire le déverrouillage avec le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve sur le côté, sur le bouton Power du téléphone. Allez, c'est parti pour le test. Donc là, je le verrouille, je pose mon doigt sur... Oh, c'est instantané. Je pose mon doigt sur le côté, ok, nickel. Je suis vraiment au bout du doigt. Ah, même sur le côté du côté, ça a marché. Top. D'un point de vue fonctionnel, ça marche nickel, mais ça, je m'y attendais. On a un Snapdragon 870 à l'intérieur. On n'a pas par contre le tout dernier Snapdragon 8 Gen 1 qu'on va retrouver dans la version Pro et qui va faire le delta, l'écart de prix entre les deux. Par contre, un Snapdragon 870, ça envoie quand même de la mouffe puisque le smartphone est en mesure de scorer 725 000 points sur Antutu. Alors ça fait quand même 25% de moins que le tout-puissant Snapdragon 8 Gen 1, mais le téléphone est de toute façon en mesure de jouer à tout dans d'excellentes conditions. Et pour vous le prouver, on va se lancer Fortnite, mais pas dans n'importe quelle condition comme vous allez le voir. Je vais vous montrer les différents paramétrages que j'ai réalisés. Alors j'ai mis le son un peu fort, désolé. 60 fps, qualité au maximum, Epic, hop, voilà, téléchargement auto des textures en haute résolution, affichage express, bref,
tout est mis à fond. Tout est mis à fond et le plus gros test dans ce jeu, bah c'est ça, c'est la chute libre. Chute libre qui permet de voir le nombre de FPS ici en haut à droite et alors qui pourrait plafonner à 60 FPS. Au sol, je pense que je vais plafonner à 60 FPS, c'est même quasi sûr. En l'air, c'est plus difficile, il y a toute la map à afficher, il y a plus de polygones. Donc j'étais autour de 40 FPS, je suis passé à peu près une trentaine. Là, en vol plané à ras du sol, je suis passé à une quarantaine de FPS. Bon, c'est nickel, c'est fluide. Si vraiment, voilà, je veux faire mal au téléphone, je peux m'amuser à faire comme ça des petits tours en l'air. Mais même les Snapdragon 8 Gen 1 ne sont pas totalement fluides lorsqu'on leur fait faire cet exercice-là. Me voilà maintenant au sol. Et ça y est, comme prévu. Alors, je plafonne peut-être pas exactement à 60 FPS. Ouais, si. Alors, comme ça, en ligne droite, je suis à 60, 40. Ouais, il y a des petites variables. Mais au global, je me rapproche et je reste assez proche de 60 FPS. Un des intérêts majeurs de ce téléphone, bien sûr, ce sont les boutons que vous avez situés sur le dessus, que vous allez déclencher ou refermer avec, bah voilà, vous voyez les petits boutons que vous avez là. Ça marche super bien, c'est addictif, c'est très drôle à faire. C'est un toucher assez spécial si vous connaissez pas. Je vais vous montrer la configuration. Donc en balayant le coin supérieur droit vers l'intérieur, vous allez faire apparaître le menu qui va vous permettre de réaliser la configuration et de déclencher des actions que vous allez positionner ici, hop, sur certains menus. Alors là, je vais peut-être plutôt mettre la course à ce niveau-là et le tir à ce niveau-là. Et regardez maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton gauche en avançant, bien évidemment, ça y est, je me mets à courir. Et lorsque j'appuie sur le bouton droit, je me mets à tirer. Bon alors là je vais me faire laminer évidemment puisque pendant la démo j'ai pas pris d'armes. Enfin je vais quand même aller me battre tant qu'à faire. Côté chauffe, regardez ce que ça donne, le téléphone est en phase de jeu. Et si jamais bah voilà, je mets mon thermomètre directement dessus, j'ai pu obtenir 38 degrés au maximum pour l'instant. Mon bureau est à 24 degrés. Donc ça reste quand même vachement modéré, hein. C'est super raisonnable. Après en plein été, en extérieur évidemment ça va monter un petit peu plus chaud. Mais c'est un téléphone qui a une bonne dissipation thermique. C'est le fameux Shark Space qui va vous permettre d'obtenir toutes ces configurations de boutons et vous donner un panel d'outils intéressants pour la partie jeux vidéo. Sur cet écran-là, vous allez trouver alors des principales fonctions comme par exemple rejeter les appels, les notifications bloquées. Bref, tout ce qu'il faut pour éviter de vous déranger pendant vos parties de jeux vidéo. Dans Gamer Studio, vous allez pouvoir activer le Shark Space que vous allez déclencher en balayant de l'extérieur vers l'intérieur sur le coin supérieur droit. La zone de provenance du geste est évidemment paramétrable en fonction de vos souhaits. Vous allez pouvoir paramétrer l'arrivée des différentes notifications dans ce menu-là en leur donnant un design particulier. Vous allez pouvoir afficher dans les jeux vidéo le nombre d'images par seconde, la fréquence processeur par exemple. Verrouiller la luminosité, vous avez pas mal d'autres paramètres, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui va être intéressant. On va lancer Genshin Impact. Genshin, ça consomme énormément de ressources et je serais tenté de dire que quand Genshin va, tout va. On va faire apparaître le menu. Vous allez retrouver ici la Master Config, donc c'est la configuration des différents boutons comme je vous le disais tout à l'heure. Vous positionnez, hop, le bouton ici, le second là, et ça vous permettra d'utiliser les boutons que vous avez sur le dessus. Et vous allez bien sûr pouvoir assigner des fonctions supplémentaires à ces boutons, comme par exemple le clic en continu, qui sera parfait pour le bouton A. Résultat maintenant, si je reste appuyé sur le bouton A, comme vous pouvez le voir, ça déclenche le coup d'épée systématiquement, sans que j'ai appuyé plusieurs fois. Alors là, j'étais en train d'enregistrer une macro, bon, qui est très mal faite, puisqu'en même temps, j'étais en train de bosser sur le positionnement des boutons. Et vous aurez compris le concept, la macro, ça va vous permettre de faire des enchaînements automatisés. Dans Game Config, vous allez pouvoir accroître la puissance du processeur, façon de parler, en tout cas vous avez un petit module ici qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de votre smartphone, au risque de le faire chauffer un petit peu plus, mais si vous voyez que vous manquez d'images par seconde ou de fluidité, vous pouvez toujours modifier ça. Ici, vous avez la fréquence de rafraîchissement, donc tant qu'à faire, je vais la personnaliser, la mettre en 100 Hz, mais le téléphone est en mesure normalement de détecter et de choisir par lui-même, on va dire, le meilleur taux de rafraîchissement. Voilà, visiblement, il est programmé pour être automatique sur ce jeu-là. Vous avez le réglage des couleurs éventuellement, pas forcément fondamental, amélioration graphique, hop, standard à haute qualité, tant qu'à faire. Vous avez aussi le mode économie d'énergie qui pourrait être pratique. Les jeux vidéo, ça consomme énormément. La sensibilité des commandes, le taux d'échantillonnage ultra élevé, comme je vous le disais, 720 Hz à l'intérieur. Vous allez pouvoir choisir un réseau prioritaire, la 5G, la 4G ou éventuellement le Wi-Fi, c'est vraiment super complet. Au centre, vous avez le nombre d'images par seconde. Comme je vous le montrais tout à l'heure, il est possible de choisir les éléments que vous allez afficher à l'intérieur. La connexion WLAN, j'ai dû mettre sur mon réseau maillé que j'ai modifié. Normalement, j'ai un réseau perso à l'intérieur de mon bureau, mais c'est pas celui que j'utilise maintenant. Sinon, il me mettrait pas pour, puisque le routeur est juste à côté.
Voilà, et si vous avez les performances, on va dire le taux d'utilisation processeur, donc entre 50 et 70%, il n'est même pas utilisé à fond, mais bon, je suis pas en phase de combat non plus. Là, vous allez pouvoir voilà, refuser les messages, les appels, etc. Des petites goodies supplémentaires. Allez, c'est parti pour un petit PlayerUnknown's Battleground, et pas dans n'importe quelle condition, comme vous allez voir en matière de graphisme. Je suis allé au maximum qui m'est autorisé par le jeu vidéo. Je peux pas faire UHD, mais j'ai Ultra HD, Ultra... J'ai mis tout au max. On va voir ce que ça donne. Je vais profiter de la chute libre pour régler mes commandes. Comme je vous le disais dans Fortnite, en règle générale, quand on est en hauteur, c'est là où il y a potentiellement des saccades parce qu'on a plus de polygones affichés. Et le smartphone s'est conforté sans aucun problème. PlayerUnknown's Battleground consomme peut-être un petit peu moins de ressources processeurs que Fortnite. En tout cas, c'est parfaitement fluide. Et regardez, le jeu est parfaitement compatible avec les touches disponibles sur le téléphone. Alors moi, j'ai mis s'accroupir juste comme ça pour le test. Et bien sûr tirer sur la partie gauche. En complément de ces capacités en matière de jeux vidéo que je n'ai pas réellement pu prendre à défaut, il y a le stockage souvent mésestimé ou peu estimé lors de l'achat d'un téléphone. Si jamais le constructeur veut réduire les coûts au maximum, il va nous glisser sous le manteau du stockage UFS 2, qui est tout simplement plus lent que l'UFS 3 présent à l'intérieur du Black Shark 5. Et oui, il n'y a pas que le processeur dans la vie, il y a le stockage aussi et la photographie. Je fais des rimes en e-photographie. Vous allez voir des photos et des vidéos directement prises avec le smartphone. En mode vidéo, vous allez pouvoir faire de la 4K, mode portrait pour les flous de profondeur. Et en plus, vous avez accès au mode 64 mégapixels et par exemple au ralenti. Je précise qu'on est sur de la 4K 60 fps et du ralenti allant potentiellement jusqu'à 960 fps. Voilà d'assez belles conditions pour vous présenter le capteur de 64 mégapixels signé Samsung, le fameux GW3 qui est très connu. On va se faire quelques petits tests. Voilà, par exemple, aller sur le ciel, revenir ici pour voir la gestion des contrastes. On va aller faire un petit test de mise au point, donc ça c'est vraiment plié, hein. C'est ultra facile pour le smartphone. Idem, je me remets sur le ciel, je reviens sur les fraises, ça marche impeccablement. La stabilisation en 1080p 30 fps fonctionne elle aussi remarquablement. Par contre, dès lors que vous passez en 4K, c'est plus du tout la même limonade. Si le ralenti 960 fps est vraiment excellent, vous allez devoir être super rapide pour l'utiliser puisqu'il n'est utilisable que pendant seulement 3 secondes. Donc votre sujet va devoir être vraiment bien synchro avec vous. « 16 mégapixels en frontal pour réaliser de beaux selfies. Je vais tourner autour de moi-même pour vérifier la prise de lumière sur mon visage. Là, je suis véritablement face au soleil et le téléphone est plutôt régulier. Même quand je me mets dos au soleil, mon visage reste bien éclairé. On peut voir les super coups de soleil que j'ai pris hier en testant un fat bike. On notera juste une légère surexposition quand même du ciel. Allez, voyons voir ce que notre GW3 signé Samsung à 64 mégapixels ouvert à 1.8 donne de nuit. Normalement, il permet de distinguer alors les éléments avec une image un peu grainée, une image voilà qui n'est pas parfaitement lisse. On n'est pas dans un capteur haut de gamme, mais on a quelque chose, on va dire, de suffisamment performant quand même pour arriver à distinguer à ce qui se passe devant. Regardez, j'arrive même à distinguer le ciel. On n'est plus dans le soleil couchant, hein. Maintenant on est même de nuit. Vous avez la lune, voilà, là-haut. C'est plutôt pas mal. Le résultat est quand même assez correct, je trouve, pour ce capteur qui est bien connu, hein. Il est utilisé dans énormément de smartphones, mais il n'est pas miraculeux non plus. Regardez, si j'avais eu un haut de gamme, l'arbre que j'ai face à moi, vous le verriez, et malheureusement, c'est pas le cas ici. Donc il capte pas énormément de lumière, il en prend juste suffisamment, voilà, pour faire une vidéo si vous êtes en environnement bien éclairé, ou éventuellement prendre des clichés de nuit si voilà, vous avez un temps de pause quand même assez long, où vous utilisez le mode qui va bien. Autre élément tout bête que j'apprécie avec le Black Shark, la possibilité d'utiliser les gâchettes comme déclencheurs et de leur assigner d'ailleurs d'autres fonctions. Pour choisir les fonctions associées au bouton, il vous suffit de l'enclencher, d'appuyer sur la petite icône qui apparaît à ce niveau-là et vous avez toutes les fonctions disponibles ici. Alors je vous laisse mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez les voir. Exemple tout bête de raccourci que j'ai réalisé, en appuyant sur le bouton gauche, je lance YouTube et avec le bouton droit, j'ai choisi de swiper vers la piste suivante. Et tant qu'on y est, je vais vous faire écouter un petit peu de son et vous allez voir, il est vraiment très bon pour un smartphone, j'avoue c'est assez étonnant. Son en stéréo avec les enceintes positionnées au-dessus pour pouvoir prendre le téléphone, jouer et avoir les voix audio qui ne sont pas étouffées.
Il est très bon dans le domaine dans lequel je l'attendais au tournant et j'imagine vous aussi évidemment le jeu vidéo, très bon de par son écran, 144 Hz, véritablement très beau, suffisamment de puissance à l'intérieur pour faire tourner tous les jeux vidéo, les exploiter quasiment à leur maximum. Il y a guère que dans les scènes en hauteur, comme par exemple sur Fortnite, où j'ai pu obtenir des saccades, mais il m'est déjà arrivé d'obtenir des saccades sur un Snapdragon 8 Gen 1, qui constitue le processeur le plus puissant disponible sur le marché à l'heure actuelle, processeur que vous allez retrouver dans la version Pro du Black Shark. Les boutons situés sur le dessus sont un peu la signature de ce smartphone et ils sont remarquables d'utilité à l'intérieur des jeux vidéo et sont surtout bien reconnus et utilisables aussi dans d'autres domaines du téléphone, comme par exemple la photographie ou comme vous l'avez vu, pour swiper d'une vidéo à une autre. Il est plutôt beau gosse dans son genre, même s'il accuse un petit peu de gras sur la balance, justifié par la présence d'une bonne batterie à l'intérieur et d'un bon système de dissipation thermique. J'ai noté relativement peu de défauts. Le module photo principal est bon de jour, ça s'était attendu, mais manque un petit peu de consistance la nuit. C'est normal, pour passer à la version supérieure, il faudra investir dans le Black Shark 5 Pro. Autre petit reproche, le Black Shark 5 partage grosso modo la même fiche technique, en tout cas elle est très proche, que le Black Shark 4. J'aurais aimé un peu plus de différenciation entre les deux. Pensez aussi à vérifier le prix du Black Shark 4 Pro, qui peut être une alternative intéressante avec son processeur plus puissant à la version Black Shark 5. La cerise sur le gâteau, bien sûr, sur ce genre de smartphone signé Xiaomi, et c'est fréquemment le cas, c'est le prix, tiré quand même pas mal vers le bas. Je vous invite à aller le découvrir directement dans la description de ma vidéo, comme d'habitude. Je vous ai mis un lien pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires directement, comme d'habitude. J'essaie de répondre à tous mes abonnés au moins la première journée, c'est pas toujours simple pour moi. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!